Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des documents assez denses sur le diabète, cette maladie métabolique. Le but, c'est de vraiment mieux comprendre le diabète de type 1, comment ça marche, comment ça évolue, comment ça se manifeste. Absolument. Alors, pour commencer simplement, le diabète sucré, c'est une maladie où le taux de sucre dans le sang, la glycémie, reste trop élevé, tout le temps. C'est dû à un problème soit de production d'insuline par le pancréas, soit un problème dans la façon dont le corps réagit à cette insuline, ou parfois les deux en même temps. D'accord. Et les sources qu'on a lues, elles font bien la différence entre plusieurs types. Oui, oui. Principalement, on parle du type 1, qu'on appelait avant insulinodépendant, du type 2, le plus fréquent, et puis le diabète gestationnel pendant la grossesse. Il y en a d'autres, plus rares, liés à la génétique ou à des maladies du pancréas, mais restons sur le type 1 si vous voulez bien. Parfait. Alors, ce type 1, qu'est-ce que c'est plus précisément? C'est une maladie qu'on dit auto-immune, ça veut dire que le système immunitaire qui normalement nous protège se met à attaquer et détruire les cellules bêta du pancréas. Le corps s'attaque lui-même en quelque sorte. C'est exactement ça. Et ce sont ces cellules bêta qui fabriquent l'insuline. Donc si elles sont détruites, Plus d'insuline ou pas assez, et c'est là que le sucre s'accumule dans le sang. voilà. Sans insuline, le sucre ne peut pas entrer dans les cellules pour leur donner de l'énergie. Il reste dans le sang. Ce qui est intéressant, et souligné dans les textes, c'est que ce type 1 ne représente finalement qu'environ 10% de tous les cas de diabète. Ah oui, quand même. C'est moins que ce qu'on pourrait penser. Et qui est touché principalement? Les documents insistent sur les jeunes, non? Oui, souvent des enfants, des ados, des jeunes adultes. La moitié des cas sont diagnostiqués avant 20 ans, avec un pic autour de 12 ans. Mais attention, ça peut aussi arriver plus tard, chez de jeunes adultes. Et comment ça se déclenche, cette réaction auto-immune? On sait pourquoi? C'est là que c'est complexe. Il y a une part de prédisposition génétique, c'est sûr. Et puis des facteurs environnementaux, des déclencheurs. Mais ces déclencheurs sont encore assez mal définis. La recherche avance là-dessus. Ce qui est fascinant, c'est la durée du processus. La durée est, c'est-à-dire? Ben, cette destruction des cellules bêta par le système immunitaire, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des années, souvent 5 ans, 10 ans, parfois même plus, avant que les premiers symptômes n'apparaissent réellement. C'est une phase très silencieuse. 5 à 10 ans. C'est énorme. Exactement. Donc, on peut avoir la maladie qui progresse sans rien sentir. Exactement. L'hyperglycémie, le taux de sucre élevé, elle ne devient évidente que lorsque 80 à 90% des cellules bêta ont été détruites. Avant ça, le pancréas compense comme il peut. On peut même détecter des marqueurs dans le sang, des auto-anticorps, bien avant les symptômes posés. D'abord, le stade 1. C'est l'auto-immunité. On trouve les auto-anticorps dans le sang, mais la glycémie est encore normale. Pas de symptômes. La personne ne se doute de rien. D'accord. L'attaque a commencé, mais le corps gère encore. C'est ça. Ensuite, le stade 2. On parle de dysglycémie. Toujours pas de symptômes nets, mais si on fait les tests, on voit que la régulation du sucre commence à flancher. La glycémie peut être un peu haute après un repas, ou à jeun, mais pas assez pour parler de diabète clinique. Et le stade 3? Mais les stades 3, c'est la maladie clinique. Là, plus de 80%, voire 90% des cellules bêta sont hors service. Le pancréas ne peut plus suivre. C'est à ce moment-là que les symptômes apparaissent, souvent de manière assez brutale d'ailleurs. Et là, l'insuline devient indispensable tous les jours. D'accord, ça explique cette impression d'apparition soudaine alors que le processus est lent. Et justement, quels sont ces symptômes, ces signes cliniques du stade 3? On parle souvent de syndrome cardinal diabétique. C'est assez typique. Il y a d'abord une envie d'uriner très fréquente, même la nuit. C'est la polyurie. Le corps essaye d'éliminer l'excès de sucre par les urines. Ce qui doit entraîner une grosse soif, j'imagine. Exactement. C'est le deuxième signe. Une soif intense, quasi permanente. La polydipsie. On boit beaucoup, beaucoup. Troisième signe marquant, une perte de poids importante, rapide, alors que la personne mange normalement, voire plus que d'habitude. L'amaigrissement. Perdre du poids en mangeant plus, c'est paradoxal. Tout à fait. Le corps ne peut plus utiliser le sucre comme carburant, alors il puise dans les graisses et les muscles, d'où la perte de poids et aussi, parfois, une faim excessive, l'hyperphagie. Et puis, on trouve du sucre dans les urines, bien sûr, et aussi des corps cétoniques, des déchets produits quand le corps brûle les graisses. C'est facile à voir avec une simple bandelette urinaire. D'accord. Et il y a autre chose? Oui, un signe très fréquent, mais parfois moins spécifique, une énorme fatigue. Une asthénie profonde, qui ne s'explique pas juste par un manque de sommeil. C'est vraiment un épuisement.
Ok, donc pour résumer ce qu'on a vu dans ces documents, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Le corps détruit lentement, sur des années, ses propres cellules qui produisent l'insuline. Cette phase silencieuse débouche sur des symptômes souvent brutaux, grande soif, urine fréquente, perte de poids, fatigue intense. Et là, il faut de l'insuline à vie. C'est une excellente synthèse. On voit bien le déroulé. Et justement, cette longue phase avant les symptômes, cette période où on sait que quelque chose se passe, mais sans signe clinique, ça soulève une question importante, non? Une piste de réflexion qui découle de tout ça. Ah oui? Laquelle? Eh bien, si on peut détecter des marqueurs, comme ces auto-anticorps, des années avant que le maladie ne se déclare vraiment, comme le suggèrent les lectures, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour, peut-être, un jour, prévenir la maladie? Ou au moins l'intercepter bien plus tôt, Ah oui. avant les dégâts et les symptômes? C'est un domaine de recherche très actif aujourd'hui, l'idée d'une intervention préclinique. Une perspective vraiment intéressante à garder en tête. Merci beaucoup pour cette analyse approfondie. Et merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette exploration. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur les mécanismes du diabète de type 1, le DT1. On s'appuie sur des documents médicaux pour essayer de comprendre les causes, les conséquences métaboliques. L'idée, c'est de décrypter ensemble cette maladie qui est quand même assez complexe. Pour commencer, le DT1 est décrit comme une maladie auto-immune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce cas? Ça veut dire que notre propre système immunitaire, qui est censé nous protéger, il se retourne contre nous. En fait, il attaque spécifiquement les cellules bêta du pancréas. Ah oui, Oui, ce sont les seules cellules qui fabriquent l'insuline. Ce processus, on l'appelle l'insulite. C'est une sorte d'inflammation où des cellules immunitaires, les lymphocytes T, CD8+, les macrophages, attaquent et détruisent petit à petit ces cellules bêta. d'accord. Et la conséquence directe, c'est un manque d'insuline, quoi. Une attaque qui vient de l'intérieur, donc. Et comment on fait pour voir ça, pour le détecter? Les sources mentionnent des auto-anticorps, Oui, exactement. C'est un peu comme des marqueurs de cette attaque. des indicateurs clés. On en connaît plusieurs maintenant. Mhm. Les anti-GAD, par exemple, sont très très fréquents. On les trouve chez 80 à 90% des personnes au moment où on pose le diagnostic. D'accord. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'ils peuvent être là bien avant, parfois même 10 ans avant les premiers symptômes. 10 ans? Oui, oui, ça montre qu'il y a une longue phase silencieuse et ça ouvre des pistes intéressantes pour le dépistage précoce, voire la prévention. Ces anti-GAD, on les voit aussi dans le LADA, une autre forme de diabète auto-immune, mais qui évolue plus lentement chez l'adulte. Et puis il y a les anti-ZNT8. Ceux-là, on les a découverts plus récemment, en 2007, je crois. Ah oui? Ils ciblent une protéine qui transporte le zinc, qui est super importante pour stocker l'insuline. Donc, leur présence nous dit quelque chose sur le mécanisme précis qui est touché. D'accord. Bon, il y en a d'autres aussi, les ICA, les anti-insulines, surtout chez les enfants. L'intérêt de les rechercher, c'est que ça aide vraiment à confirmer le diagnostic quand c'est pas clair, par exemple pour distinguer un type 1 d'un type 2 chez un adulte jeune, ou pour évaluer le risque chez les frères et sœurs, les enfants d'une personne qui a un DT1. Je vois. Donc, c'est une réaction immunitaire bien ciblée, mais qu'est-ce qui la met en route, cette réaction? Les documents parlent aussi de gènes et de facteurs environnementaux. C'est ça, c'est un peu une combinaison des deux en fait. Il y a clairement une prédisposition génétique. Certaines personnes ont des marqueurs génétiques spécifiques, comme les HLA-DR3 ou DR4, qui les rendent plus susceptibles de développer cette auto-immunité. D'accord. Mais ça suffit pas à tout expliquer. Notamment pourquoi on voit de plus en plus de cas, et surtout chez des enfants de plus en plus jeunes ces dernières années. La génétique seule, ça colle pas avec cette augmentation rapide. Alors quoi d'autre? Alors on pense beaucoup aux facteurs environnementaux qui pourraient interagir avec cette prédisposition. L'idée, c'est que des éléments extérieurs, peut-être des infections par certains virus, on parle de la rubéole, du Coxsackie B4, ou même certains composants alimentaires, comme peut-être des protéines du lait de vache très tôt dans la vie, Mhm. pourraient agir comme des déclencheurs chez les personnes génétiquement prédisposées. Un peu comme s'ils perturbaient le système immunitaire et le poussaient à faire cette erreur, à attaquer les cellules bêta. D'accord. Une sorte de mauvais aiguillage immunitaire déclenché par l'environnement sur un terrain fragile. Ici, on revient aux conséquences directes. Quand l'insuline commence à manquer, qu'est-ce qui se passe dans le corps alors? Bon, sans insuline, le glucose, le sucre, il peut plus entrer facilement dans la plupart des cellules. C'est comme si la porte restait fermée. Du coup, les cellules, elles manquent d'énergie, elles ont faim.
Oui. Le corps, lui, il panique un peu et il lance des plans d'urgence. Il commence à dégrader les protéines des muscles, ça c'est la protéolyse. Il demande au foie de libérer tout le sucre qu'il avait mis de côté, c'est la glycogénolyse. D'accord. Et même d'en fabriquer du nouveau, à partir d'autre chose, la néoglucogénèse. Et en même temps, il se met à brûler les graisses à toute vitesse, la lipolyse. Waouh, ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui, et le résultat de tout ça, c'est que le sucre s'accumule énormément dans le sang. C'est ça, l'hyperglycémie. Et cette utilisation massive des graisses, là, ça a une conséquence particulière, non? Un genre d'effet secondaire? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la cétogénèse. En brûlant les graisses, le foie produit des déchets qu'on appelle les corps cétoniques. Les corps cétoniques. Voilà. Normalement en petite quantité, ça peut même servir de carburant alternatif. Mais là, comme il n'y a pas d'insuline pour réguler tout ça, la production s'emballe complètement. Ces corps cétoniques s'accumulent dans le sang, c'est la cétonémie. Et c'est grave, ça? Et le problème, c'est que ces corps cétoniques sont acides. Quand il y en a trop, ils rendent le sang trop acide. C'est ça qu'on appelle l'acidose métabolique. D'accord, l'acidose. Et pour essayer de se débarrasser de tout ce sucre et de ces cétones en excès, les reins travaillent énormément et les éliminent dans les urines. On parle de glycosurie pour le sucre et de cétonurie pour les cétones. Mais en faisant ça, on perd énormément d'eau et de sels minéraux. On se déshydrate très vite. On dirait une sorte de cercle vicieux, là. Exactement. C'est une vraie spirale dangereuse. L'association de l'acidité du sang, l'acidose, et de la déshydratation sévère, ça mène à ce qu'on appelle l'acidocétose diabétique. Ah oui. Et ça, c'est une urgence médicale absolue. Le corps est complètement dépassé, tout est perturbé, il faut une hospitalisation en urgence pour tout rééquilibrer. Bon, pour essayer de résumer un peu tout ça, le diabète de type 1, ça part d'une attaque du système immunitaire contre les cellules qui font l'insuline. C'est influencé par nos gènes, mais aussi, sans doute, par des facteurs environnementaux. C'est ça. Et ce manque d'insuline, ça dérègle complètement la façon dont le corps utilise l'énergie, ça fait monter le sucre dans le sang, et ça peut aller jusqu'à une complication très grave, l'acidocétose. Oui, et il faut retenir aussi que ces fameuses auto-anticorps, ce sont vraiment des outils précieux. Pas seulement pour le diagnostic, mais aussi parce que leur présence, parfois très longtemps avant les symptômes, nous dit que la maladie évolue en silence pendant longtemps. Et ça amène une dernière question, peut-être pour ouvrir la discussion. Si des facteurs comme des virus ou peut-être l'alimentation des tout-petits peuvent effectivement jouer un rôle de déclencheur chez les personnes à risque, est-ce que ça ouvre des pistes? Est-ce qu'on pourrait imaginer, un jour, agir sur ces facteurs pour ralentir ou même empêcher la maladie de démarrer? C'est exactement la question que se pose la recherche aujourd'hui. C'est très complexe, mais oui, c'est une piste très importante pour l'avenir, pour essayer de mieux comprendre et, on l'espère, de prévenir le diabète de type 1. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le diabète de type 2, le DT2. On va s'appuyer sur un document qui s'appelle « Diabète de type 2. Définition, épidémiologie et mécanismes ». L'idée, c'est de comprendre les bases, la définition, qui ça touche et comment ça marche à l'intérieur. Et pour commencer, il y a un chiffre qui frappe tout de suite. 80 à 90% de tous les diabètes seraient des DT2. C'est énorme. Vous pourriez nous donner la définition qu'on trouve dans nos sources, une définition claire. Oui, bien sûr. Alors, le document décrit ça comme une maladie chronique. Le point clé, c'est l'hyperglycémie persistante. En gros, trop de sucre dans le sang, tout le temps. Et ça vient soit d'une sécrétion d'insuline qui est pas adaptée aux besoins, soit les cellules du corps qui résistent à l'action de cette insuline. Une moindre efficacité. D'accord, c'est noté. Problème de production ou problème de réception, si on veut. Et alors, qui est touché principalement, d'après ce document? C'est clairement le type de diabète le plus fréquent. Les infos disent qu'on le découvre typiquement à l'âge adulte. L'âge moyen au moment du diagnostic, c'est autour de 63 ans. Et on voit bien que la fréquence augmente avec l'âge. 63 ans en moyenne, ok. Alors, entrons dans les mécanismes. Le document parle de 2 points essentiels. Le premier, c'est l'insulinorésistance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'insulinorésistance, ça signifie que les tissus qui normalement utilisent le glucose, comme le foie, les muscles, ils deviennent moins sensibles à l'insuline. Ils répondent moins bien. D'accord. Les causes sont complexes, apparemment. Inflammation, accumulation de certaines graisses, le stress oxydant. C'est multifactoriel. Mais ce qui est assez fou, c'est que pendant longtemps, 10, parfois 20 ans... 10 à 20 ans, c'est énorme. Oui. Pendant tout ce temps, le pancréas essaye de compenser. Il surproduit de l'insuline.
C'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. Donc le corps lutte en secret pendant des années, en fait. Exactement. C'est une bataille silencieuse. Mais au bout d'un moment, cette surproduction, elle suffit plus. Elle n'arrive plus à maintenir une glycémie normale. Et c'est là que les choses basculent. Voilà, c'est souvent là que le diabète est diagnostiqué. Très clair cette idée de résistance et de compensation. Mais il y a le deuxième élément mentionné, l'insulinopénie. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'insulinopénie, ça touche la sécrétion même de l'insuline. Et d'après les sources, c'est double. Il y a un problème qualitatif et un problème quantitatif. Qualitatif, hein, c'est-à-dire? Qualitativement, normalement, quand on mange, l'insuline est libérée en 2 temps. Un pic très rapide, puis une libération plus lente. Et un des tout premiers défauts qu'on voit dans le DT2, c'est la perte de ce premier pic rapide. La first phase, comme on dit. Ah, d'accord. C'est peut-être pour ça que la glycémie peut monter très vite juste après un repas, même au début? C'est tout à fait ça. Ça explique en bonne partie l'hyperglycémie juste après manger, la postprandiale. Et puis, il y a le côté quantitatif. Plus tard, dans l'évolution de la maladie, les cellules qui fabriquent l'insuline dans le pancréas, les cellules bêta, elles commencent à fatiguer, elles s'épuisent en quelque sorte. Du coup, la production globale d'insuline diminue. Elles n'arrivent plus à fournir assez. Ok. Donc on a d'un côté des cellules qui résistent à l'insuline et de l'autre un pancréas qui en produit moins ou moins bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces deux problèmes coexistent, d'après le document? Eh bien, la combinaison des deux, elle a un effet assez net qui est souligné. Ça perturbe la façon dont le corps gère les graisses. Plus précisément, ça empêche de bien freiner ce qu'on appelle la lipolyse. C'est la dégradation des graisses qui sont stockées. Ah oui. Oui, du coup, il y a trop d'acides gras qui sont libérés dans le sang et ça fait aussi monter les triglycérides. On parle d'hypertriglycéridémie. Donc non seulement le sucre est mal géré, mais en plus ça dérègle aussi le métabolisme des graisses. Bon, si on récapitule rapidement, DTT c'est une hyperglycémie chronique. C'est lié à un problème avec l'insuline, soit la résistance des cellules, soit un manque de production, soit les deux. Ça touche surtout les adultes, ça augmente avec l'âge, et les mécanismes sont complexes, avec cette longue phase où le corps compense avant de s'épuiser. C'est exactement ça. Et ce qui est vraiment interpellant, je trouve, dans cette description, c'est cette espèce de cascade d'événements. Une résistance au début qui force le corps à surproduire, puis l'épuisement progressif du système. Ça soulève une question assez fondamentale, non? Sur l'équilibre très délicat de nos systèmes de régulation face à un stress métabolique qui dure. Comment cet équilibre finit par céder? C'est une excellente réflexion pour terminer. Merci beaucoup pour ces éclaircissements basés sur nos lectures. Notre analyse s'arrête ici pour aujourd'hui. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les facteurs de risque du diabète de type 2. On va vraiment regarder de près ce qui ressort des documents pour comprendre ce qui augmente la probabilité de développer cette maladie. Bonjour. Oui, c'est un sujet essentiel. Comprendre ces facteurs, c'est la clé pour la prévention, mais aussi pour la gestion au quotidien. On va organiser ça, disons, en 3 temps. D'abord l'environnement, le mode de vie, ensuite la génétique, et on finira par le syndrome métabolique. Alors, commençons par le commencement, l'environnement. Oui, alors là, ce qui saute aux yeux dans les sources, c'est l'importance de l'obésité. Surtout l'obésité abdominale, la graisse autour du ventre, quoi. Et puis, bien sûr, la sédentarité. Le manque d'activité physique, un grand classique, malheureusement. Exactement. Et ça va de pair avec l'alimentation. Les documents pointent du doigt les régimes déséquilibrés. C'est-à-dire? Les aliments qui font monter très vite la glycémie, ceux qui ont un index glycémique élevé, souvent aussi trop de graisse saturée et pas assez de fibres. D'accord, donc ce qu'on mange et comment on bouge, c'est la base. C'est ça. Le lien est vraiment direct et bien documenté, mais ce n'est pas tout pour l'environnement au sens large. Ah non! Quoi d'autre? L'âge, par exemple. Le risque augmente nettement après 40 ans. Et il y a aussi l'hypertension artérielle, l'HTA, et pour les femmes, un antécédent de diabète pendant une grossesse, le diabète gestationnel. D'accord, ça fait déjà pas mal de facteurs liés à notre mode de vie ou à notre parcours de santé. Effectivement. Mais alors, il n'y a pas que ça. Le document parle beaucoup de la part génétique. Et là, les chiffres sont assez frappants. Oui, c'est l'autre grand volet. On parle d'un risque de 30% si on a un parent diabétique de type 2. 30% déjà? Et ça grimpe à 70% si les deux parents sont atteints. 70%! Ah, c'est énorme. Ça montre bien qu'il y a une prédisposition forte. Tout à fait. Et une autre donnée qu'il confirme, c'est le taux de concordance chez les jumeaux monozygotes, les vrais jumeaux. Ah oui. Il approche les 90%.
C'est dire si la génétique pèse lourd. Mais est-ce qu'on sait quels gènes sont impliqués? Est-ce qu'il y a un gène du diabète? Alors non, pas un seul gène. En fait, c'est plus complexe. La source explique qu'il existe de nombreux gènes de susceptibilité. De susceptibilité. Oui, ça veut dire que chacun de ces gènes, pris isolément, n'augmente que très peu le risque. C'est ce qu'on appelle une faible pénétrance. Ils sont d'ailleurs assez courants dans la population. D'accord. Mais c'est leur accumulation combinée ensuite aux facteurs environnementaux dont on vient de parler qui va vraiment faire pencher la balance. Et ces gènes, ils agissent sur quoi, Sam? Principalement sur la régulation de l'insuline, soit sur la façon dont elle est produite par le pancréas, soit sur son efficacité au niveau des cellules. Donc en gros, beaucoup de monde pourrait avoir une petite part de cette prédisposition sans forcément le savoir. C'est un peu l'idée, oui. La génétique crée un terrain et le mode de vie va ensuite, jouer dessus. Justement, cette interaction entre génétique et mode de vie, ça nous amène au troisième point, le syndrome métabolique. La Fédération internationale du diabète le définit précisément, c'est ça? Exactement. C'est un concept important parce qu'il regroupe plusieurs anomalies qui augmentent fortement le risque, pas seulement de diabète, mais aussi de maladies cardiovasculaires. Et ça commence par quoi? Quel est le critère principal? Le critère de base, c'est l'obésité viscérale. Donc, soit un IMC, indice de masse corporelle supérieur à 30, Ok. soit, et c'est souvent plus pertinent, un tour de taille élevé. Pour les populations européennes, c'est plus de 94 cm chez l'homme et plus de 80 cm chez la femme. Mais ça ne suffit pas d'avoir juste ce critère, qui j'ai bien compris. Non. Il faut au moins 2 autres paramètres anormaux dans une liste bien définie. D'accord, et quels sont ces autres paramètres? Alors, il y en a 4 possibles. Premièrement, un taux de triglycérides élevé dans le sang, supérieur à 1,5 g par litre, ou être déjà sous traitement pour ça. Mhm. Deuxièmement, un faible taux de cholestérol HDL, le bon cholestérol, inférieur à 0,4 GL pour l'homme ou 0,5 GL pour la femme, ou là aussi être traité pour ça. D'accord, donc 2 critères sur les lipides. Voilà. Troisième critère, une tension artérielle élevée, supérieure à 130, 85 mm de mercure, ou suivre un traitement antihypertenseur. Ok. Et enfin, le quatrième, une glycémie à jeûne déjà un peu élevée, au-dessus de 1 g par litre, ou alors avoir un diabète de type 2 déjà connu et traité. Donc l'obésité abdominale, plus au moins 2 de ces 4 éléments, triglycérides, HDL bas, tension ou glycémie limite. C'est exactement ça. Ce syndrome, c'est vraiment un signal d'alarme métabolique global. Bon, alors si on essaye de rassembler tout ça, on a d'un côté des facteurs sur lesquels on peut agir, l'alimentation, l'activité physique. Oui, le mode de vie, l'environnement. De l'autre, notre héritage génétique, qui fixe une sorte de... De prédisposition, voilà. Et au milieu, ou plutôt comme une conséquence de tout ça, on a ce syndrome métabolique qui est un indicateur de risque majeur. Tout est lié en fait. C'est toute la complexité et aussi l'intérêt de la chose. On voit bien l'interaction constante entre notre biologie, nos gènes et nos habitudes, notre environnement. Comprendre ça, c'est fondamental. Ça montre bien que c'est pas juste la faute à pas de chance ou la faute à ce qu'on mange. C'est un mélange. Exactement. Et ça soulève une question importante. Oui. Comment chacun peut s'approprier cette information? Comment passer de la connaissance générale de ces facteurs à une réflexion plus personnelle sur son propre risque? C'est une excellente question pour terminer. Au-delà de cocher des cases dans une liste, comment peut-on envisager une évaluation peut-être plus proactive de sa propre situation en tenant compte de cette combinaison unique de gènes et d'habitudes? C'est une piste de réflexion intéressante pour chacun. Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur les documents qu'on a reçus concernant le diabète gestationnel. On va essayer de décortiquer ensemble ces textes médicaux pour en tirer l'essentiel. Bonjour, oui, un sujet important. L'objectif, c'est de bien comprendre ce qu'est le diabète gestationnel, le DG, qu'est-ce qui le cause, quels sont les facteurs de risque, et puis bien sûr les conséquences. C'est ça. Alors, pour commencer, les documents rappellent la définition de l'OMS. C'est un trouble de la tolérance au glucose, en gros une glycémie trop élevée qui est détectée pour la première fois pendant la grossesse. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme 2 cas de figure, non? Soit un diabète qui était déjà là mais pas diagnostiqué, Exactement. Ou alors, ou alors un diabète vraiment lié à la grossesse elle-même, qui souvent disparaît après. tout à fait. Et un point vraiment fondamental que les sources soulignent, c'est que la grossesse, physiologiquement, c'est un état qui favorise le diabète. On dit qu'elle est diabétogène. Ah oui, diabétogène. Oui, parce qu'en fait, il y a une résistance à l'insuline qui s'installe naturellement et qui augmente au fil des mois.
Et chez certaines femmes, le pancréas n'arrive pas à suivre, à produire assez d'insuline pour compenser. D'accord. Et c'est là que la glycémie monte trop haut. Donc la grossesse elle-même change le métabolisme à ce point. Ça change un peu la perspective. Complètement. Alors, si ce contexte existe pour toutes les femmes enceintes, qu'est-ce qui fait que certaines vont développer un DG et pas d'autres? D'après les documents, hein? Alors, les sources sont assez claires là-dessus. Il y a plusieurs facteurs de risque bien identifiés. Par exemple, l'âge, 35 ans ou plus. D'accord. L'indice de masse corporelle, l'IMC, s'il est égal ou supérieur à 25 avant même la grossesse, ça joue aussi. Le surpoids, donc? C'est ça. Et puis, les antécédents personnels. Avoir déjà eu un diabète gestationnel ou avoir accouché d'un bébé, disons, de gros poids, la macrosomie. D'accord. Et enfin, les antécédents familiaux. Si les parents proches, au premier degré, ont du diabète. Ok, donc ça, ce sont de vrais signaux d'alerte. Et pourquoi c'est si important de le dépister, ce DG? Quels sont les risques concrets mentionnés dans les textes? Les risques ne sont pas négligeables et ça concerne d'abord la mère. Les documents parlent de prééclampsie. Oui, ça c'est sérieux, non? Hypertension. Très sérieux. Hypertension artérielle, œdème, prise de poids, c'est une complication grave. Il y a aussi un risque plus élevé de devoir faire une césarienne ou d'accoucher prématurément. D'accord. Mais honnêtement, ce qui frappe le plus, c'est l'impact à long terme. Pour la mère, le risque de développer un diabète de type 2 plus tard, il est multiplié par 7. 7 fois, c'est énorme. C'est considérable, oui. Donc ce n'est vraiment pas juste une histoire de 9 mois, quoi. Ça a des répercussions bien après. Exactement. Et pour l'enfant, comment cet excès de sucre chez la mère l'affecte, lui? Le mécanisme est assez direct, en fait. Le glucose en excès chez la mère, il passe la barrière du placenta, il arrive au fœtus. Ok. Et le pancréas du bébé, lui, il réagit. Il se met à produire beaucoup plus d'insuline, et cette insuline en excès, elle va booster sa croissance et surtout le stockage des graisses. Ce qui mène à quoi, concrètement, pour le bébé à la naissance? À court terme, le risque principal, c'est la macrosomie, c'est-à-dire un poids de naissance élevé, plus de 4 kilos. Ça peut compliquer l'accouchement, forcément. Oui, j'imagine. Il peut aussi y avoir des difficultés respiratoires à la naissance ou une hypoglycémie, un taux de sucre trop bas juste après être né. D'accord. Mais un peu comme pour la mère, il y a aussi des soucis à plus long terme. Les infos qu'on a indiquent un risque plus élevé pour cet enfant, plus tard dans sa vie, de développer un surpoids, ou même un diabète de type 2. Bon, alors si on résume un peu tout ça. Le DG, c'est une glycémie qui monte trop pendant la grossesse. C'est favorisé par les changements hormonaux normaux de la grossesse elle-même. C'est ça. Il y a des facteurs de risque bien identifiés qui augmentent la probabilité. Et les conséquences, elles sont sérieuses. Pas seulement pendant la grossesse ou l'accouchement, Non, bien au-delà. mais aussi des années plus tard pour la mère et pour l'enfant. Ce chiffre de risque multiplié par 7 pour le diabète futur de la mère, ça marque quand même. C'est un point absolument crucial, oui. Ce lien très fort entre le diabète gestationnel et le risque futur de diabète de type 2, ça montre bien toute l'importance du dépistage pendant la grossesse, bien sûr, mais aussi d'un suivi médical après. Le DG, c'est un peu comme un signal d'alarme, un révélateur d'une prédisposition. Oui, une sorte de test de résistance grandeur nature, en quelque sorte. On peut voir ça comme ça. Et du coup, ça nous amène peut-être à une question pour aller plus loin, une question qui découle de tout ça. Oui, Étant donné que ce diabète gestationnel augmente si clairement le risque de diabète de type 2 plus tard, pour la mère comme pour l'enfant, qu'est-ce que ça implique pour le suivi médical? Quelle stratégie de prévention on pourrait imaginer spécifiquement après la grossesse? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une forme de diabète assez spécifique et souvent mal diagnostiquée, le MODY. Ça veut dire Maturity Onset Diabetes of the Young. On s'appuie sur des textes qui expliquent ce que c'est, comment on le trouve et sa biologie, quoi. L'idée, c'est de bien comprendre ce MODY, en quoi il est différent des autres et pourquoi c'est si important de le repérer correctement. C'est pas si fréquent, hein. Ça touche entre 1 et 4% des diabétiques, mais le truc, c'est qu'on le prend souvent pour un diabète de type 1 ou de type 2. Alors, allons-y. Déjà, le MODY, faut voir ça comme un groupe de maladies, pas une seule. Elles sont toutes dues à un problème sur un seul gène. On dit monogénique. Et typiquement, ça se déclare avant 25 ans. Au début, pas besoin d'insuline. Et c'est très familial, ça se transmet de façon autosomique dominante. oui, alors monogénique, ça veut dire
qu'une seule petite modification sur un gène important pour gérer le sucre, eh bien ça suffit à perturber les cellules bêta du pancréas, celles qui font l'insuline. Et ce qui est assez particulier ici, c'est que l'hyperglycémie, le sucre trop haut dans le sang, elle est souvent, comment dire, modérée et plutôt stable. Ah, d'accord. Et j'imagine que ça complique le diagnostic. Si c'est stable et pas très élevé, les gens ne doivent pas avoir de symptômes pendant longtemps. C'est exactement ça. C'est une raison majeure pour laquelle on le découvre tard ou on se trompe de diagnostic. La découverte est souvent complètement fortuite. Un bilan de santé, par exemple. Les gens se sentent bien, donc ils ne cherchent pas plus loin. Oui, je vois. Alors, comment les médecins peuvent suspecter un moisi plutôt qu'autre chose, justement? C'est quoi les indices, les critères classiques qu'on trouve dans nos sources? Alors, il y a plusieurs points importants qu'on appelle parfois critères historiques. D'abord, l'âge. Classiquement, avant 25 ans, même si, bon, parfois c'est plus tard. Ensuite, cette fameuse hyperglycémie modérée et stable, on en a parlé. Un point crucial aussi, l'histoire familiale. Comme c'est une transmission autosomique dominante, on retrouve très souvent le diabète sur 2 voire 3 générations. Et à chaque enfant, il y a un risque sur 2 de le transmettre. 1 sur 2, c'est énorme. Ça montre bien l'importance de regarder dans la famille quand un cas est trouvé. Et les autres signes, le poids, par exemple, on y pense souvent avec le diabète? Justement, c'est un autre point de différence. Contrairement au type 2 qui est souvent lié au surpoids, les personnes avec un maudit ont plutôt un poids normal ou juste un léger surpoids. Et puis, biologiquement, ce qui est essentiel, c'est l'absence d'auto-anticorps, les anti-GA2, anti-IA2, tout ça. S'ils sont là, ça veut dire que le système immunitaire attaque les cellules bêta. C'est le type 1, ça, pas le maudit. D'accord, donc pas d'attaque auto-immune. Et vous parliez aussi d'absence de cétose. Oui, en général, au moment où on découvre le maudit, il n'y a pas eu de cétose. Cette complication grave où le corps manque tellement d'insuline qu'il produit des corps cétoniques. C'est plus typique quand un diabète de type 1 se déclare. Dans le maudit, il y a bien un souci de sécrétion d'insuline, mais c'est différent dans son mécanisme initial. D'accord. Tout ça, ça dessine un tableau assez précis, mais avec des éléments qui peuvent quand même prêter à confusion si on ne creuse pas. D'où l'importance, je suppose, de confirmer par un test spécifique. Absolument. La confirmation, elle passe quasi toujours par un test génétique. C'est ça qui va identifier la mutation précise du gène en cause. C'est ce test qui permet vraiment de dire « Ok, c'est un maudit ». Et si on replace ça dans la physiopathologie, donc comment ça marche, on voit bien que le défaut génétique de base touche directement la cellule bêta. Mais il faut vraiment insister sur l'hétérogénéité. C'est très important. Il n'y a pas un maudit, mais des maudits. Des maudits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les patients? Savoir quel gène exact est touché, ça change quelque chose? Ah oui, tout à fait. On connaît plus d'une dizaine de gènes différents qui peuvent causer un maudit. Et chaque type peut se présenter un peu différemment. La sévérité n'est pas la même, et surtout, la réponse au traitement est différente. Certains maudits se gèrent très bien avec de simples comprimés, d'autres vont avoir besoin d'insuline, mais plus tard. D'autres encore ont un risque très faible de complications. Et pour compliquer un peu, l'expression de ces gènes peut aussi être influencée par des facteurs environnementaux. Fascinant cette diversité cachée. Donc, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce que ça implique au fond? Pourquoi c'est si important de faire la différence entre maudit et les autres diabètes? En gros, le maudit, ce n'est ni auto-immune comme le type 1, ni typiquement lié à la résistance à l'insuline et au surpoids comme le type 2 classique. C'est vraiment une anomalie génétique de la cellule bêta, à la base. Et faire la différence, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça change tout pour le traitement, qui peut être très différent, parfois plus simple. Pour le pronostic, le risque de complications varie selon le type de maudit. Et aussi pour le conseil génétique, pour la famille. Un mauvais diagnostic, ça peut vouloir dire un traitement pas optimal pendant des années, et on passe à côté du risque pour les proches. Donc, mettre le bon nom sur le diabète, ça change vraiment la prise en charge, la surveillance, tout en fait. Exactement. Le maudit, c'est une forme de diabète bien définie par sa cause génétique. Mais pour le reconnaître, il faut être attentif aux détails cliniques et souvent confirmé par la génétique. Et sa diversité, ça demande une approche vraiment personnalisée. Et pour finir, peut-être une question pour réfléchir un peu plus loin. On sait que ces maudits viennent d'un seul gène, mais que l'environnement peut jouer sur leur expression. Quelle recherche future pourrait vraiment nous aider à comprendre comment notre mode de vie ou d'autres facteurs interagissent spécifiquement avec chaque gène maudit, pour soit déclencher la maladie,
soit en changer la sévérité. Parce que comprendre cette interaction, ça pourrait peut-être ouvrir la voie à de prévention ou des traitements encore plus ciblés. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une facette un peu moins connue du diabète. On va au-delà des types 1 et 2 habituels, vous savez? Oui, on se penche sur ce qu'on appelle les diabètes iatrogènes et secondaires. Exactement. En s'appuyant sur des documents médicaux, on va essayer de comprendre comment certains médicaments ou d'autres maladies peuvent déclencher un diabète. C'est vrai que c'est pas toujours intuitif. On pense diabète, on pense type 1, type 2, mais il y a d'autres chemins. C'est ça. Et c'est parfois surprenant de voir que des traitements qu'on prend pour autre chose ou une maladie qu'on a déjà peuvent être la cause. Bon, alors, déballons tout ça. On commence par ce mot un peu iatrogène. Qu'est-ce que ça veut dire exactement dans ce contexte? Alors, iatrogène, c'est assez simple en fait. Ça veut dire causé par un traitement médical. D'accord. Et les documents qu'on a, ils listent plusieurs classes de médicaments qui peuvent, disons, augmenter la glycémie, provoquer une hyperglycémie. Comme quoi, par exemple? Les plus connus, ce sont sans doute les corticoïdes. Et là, la source insiste bien sous toutes les formes. Ah oui, ça c'est important. Pas juste les pilules. Non, non. Pilules, injections, même les crèmes parfois, si l'usage est intensif ou prolongé. En gros, ils augmentent la production de sucre par le foie et ils diminuent l'efficacité de l'insuline. C'est un double effet, si vous voulez. D'accord. Oui, les corticoïdes, on en utilise quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres exemples frappants? Oui, oui, les documents mentionnent aussi certains diurétiques, ceux qu'on appelle hypokoliémiants, souvent utilisés pour la tension. Ils peuvent perturber la glycémie. Et puis, chose peut-être plus surprenante, des bêta-bloquants non cardiosélectifs, ou même le salbutamol, vous savez, pour l'asthme. Ah oui, d'accord. Le salbutamol aussi. Oui, oui, ou les antiprotéases, utilisés dans le traitement du VIH. Ces derniers, par exemple, peuvent affecter la sensibilité des cellules à l'insuline. D'accord, donc c'est vraiment important de connaître ces effets secondaires potentiels. C'est crucial, oui. Pour la surveillance, pour l'ajustement des traitements. C'est une information essentielle pour les médecins et les patients. Bon, ça, c'était pour les médicaments. Maintenant, si on regarde les diabètes secondaires, donc quand le diabète est une conséquence d'une autre maladie, là, ça ouvre un champ assez large, non? Ah oui, tout à fait. Et c'est là qu'on voit vraiment le rôle central du pancréas, notre usine à insuline, et comment il peut être affecté par ce qui se passe ailleurs. Alors, quelles sont ces maladies sources? Les documents les regroupent un peu par thème. D'abord, logiquement, tout ce qui touche directement le pancréas. Une pancréatite, par exemple. Exactement, pancréatite aiguë ou chronique. Le cancer du pancréas, bien sûr. La mucoviscidose aussi. La mucoviscidose, comment ça? Eh bien, la mucoviscidose épaissit les sécrétions dans tout le corps, y compris dans le pancréas. Et ça peut finir par l'endommager et donc altérer sa fonction, y compris la production d'insuline. D'accord. Et j'imagine une opération du pancréas aussi? Oui, évidemment. Une pancréatectomie, qu'elle soit totale ou partielle, ça réduit ou supprime la capacité de produire de l'insuline. C'est mécanique là. Donc ça, c'est quand l'organe lui-même est atteint. Mais il n'y a pas que ça, si j'ai bien compris, hein. Non, loin de là. Le système hormonal général joue un rôle énorme. On parle alors de pathologie endocrinienne. C'est-à-dire? Par exemple, un excès de cortisol, ce qu'on appelle l'hypercorticisme ou le syndrome de Cushing. Mhm. Ou alors l'acromégalie, qui est un excès d'hormones de croissance. Ces hormones, en excès, elles vont en quelque sorte contrecarrer l'action de l'insuline. Le corps devient résistant. L'insuline est là, mais elle ne fonctionne plus aussi bien. C'est ça. L'hyperthyroïdie aussi, ça peut jouer un rôle en accélérant le métabolisme des sucres. Ou encore le phéochromocytome, une tumeur qui produit des catécholamines. Bref, un déséquilibre hormonal, ça peut suffire à faire pencher la balance du côté de l'hyperglycémie. C'est fascinant de voir toutes ces interactions. Et vous parliez d'autres causes encore. Oui, une autre cause mentionnée, c'est l'hémochromatose. C'est la surcharge en fer, ça. Exactement. C'est une maladie génétique où le fer s'accumule. Et quand il s'accumule dans le pancréas, eh bien, il peut endommager les cellules bêta, celles qui fabriquent l'insuline. Le fer en excès est toxique pour elles. D'accord. Et il y avait aussi une histoire de virus. Ça m'a intrigué. Oui, c'est un aspect vraiment intéressant soulevé par les sources. Le rôle potentiel de certaines infections virales. Des virus qui peuvent déclencher un diabète? Oui. Comment c'est possible? Alors, c'est une piste qui est étudiée. Les documents citent par exemple le virus de la rubéole, le cytomégalovirus, le CMV ou même les oreillons. L'idée, c'est que ces virus pourraient soit attaquer directement les cellules bêta du pancréas, soit déclencher une réaction auto-immune. Le système immunitaire, en combattant le virus, se retournerait aussi contre les cellules bêta et les détruirait. Incroyable. Ça voudrait dire qu'une infection parfois banale dans l'enfance
pourrait avoir des conséquences des années plus tard? C'est une des hypothèses, oui. Ça montre bien comment une agression aiguë peut laisser des séquelles métaboliques durables. Ça donne vraiment à réfléchir. Ça montre que le diabète, c'est parfois juste la partie visible d'un problème plus complexe. Et il y a aussi des formes plus rares génétiques mentionnées brièvement. Oui, très rapidement. Il existe des formes auto-immunes très rares, comme le syndrome de l'homme raide, le Stiffman syndrome. Il est lié à des anticorps spécifiques, les anti-GAD, qu'on retrouve aussi dans certaines formes de diabète auto-immune. D'accord. Et puis, oui, certaines anomalies génétiques, chromosomiques, comme la trisomie 21 ou les syndromes de Turner, de Klinefelter, ou des maladies génétiques, comme l'ataxie de Friedreich, sont associées à un risque plus élevé de développer un diabète. Les mécanismes sont souvent complexes, impliquant le développement, l'immunité. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? L'idée principale, c'est que le diabète, ce n'est pas juste type 1 ou type 2, c'est bien plus varié. Exactement. Ça peut être déclenché par un médicament, un problème au pancréas, un souci hormonal, une infection passée ou même une prédisposition génétique particulière. C'est tout à fait ça. Et comprendre cette diversité, c'est essentiel. Pour le diagnostic, bien sûr, mais surtout pour la prise en charge globale. Comment ça? Si on sait qu'une personne prend tel médicament à risque ou a telle maladie chronique, on doit être plus vigilant sur sa glycémie. Ça pose la question d'une surveillance plus personnalisée. Oui, d'un dépistage plus ciblé peut-être, hein. Voilà. Comment mieux repérer et accompagner les personnes qui ont ces facteurs de risque spécifiques qui sont parfois un peu cachés ou auxquels on ne pense pas spontanément en lien avec le diabète. Tout à fait. Et ça nous lève peut-être avec une question pour conclure. Face à tous ces chemins différents qui mènent au diabète, est-ce que nos stratégies de prévention ou même la médecine personnalisée ne devraient pas évoluer pour mieux prendre en compte ces voies, disons, moins classiques? C'est une excellente question. Ça montre toute la complexité du sujet et l'importance de continuer la recherche pour raffiner notre compréhension et nos approches. Absolument. Une réflexion importante pour l'avenir de la prise en charge du diabète. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les sources qu'on a reçues concernant les complications aiguës du diabète. L'idée, c'est de décrypter un peu ces situations d'urgence, parfois vraiment brutales, hein, comme l'acidocétose ou le coma hyperosmolaire. On parlera aussi d'acidose lactique et d'hypoglycémie. Oui, bonjour. Ce sont effectivement des dérèglements métaboliques assez critiques. Et comprendre les mécanismes, les signes, comme c'est décrit là dans ces textes, c'est essentiel, parce que ça demande une action médicale très rapide. Tout à fait. Alors, commençons peut-être par l'acidocétose diabétique. Les documents, ils la lient surtout au diabète de type 1 à cause d'un manque d'insuline. Et il y a ce détail qui frappe, cette histoire d'haleine un peu spéciale à l'odeur de pomme, due à l'acétone. Comment ça se met en place? Alors, c'est une cascade, en fait. Le manque d'insuline, ça empêche le sucre, le glucose, d'entrer dans les cellules. Donc, il s'accumule dans le sang, ça c'est l'hyperglycémie. D'accord. Et en parallèle, comme les cellules n'ont plus leur carburant habituel, le corps il va chercher de l'énergie ailleurs. Il se tourne vers les graisses. Mais la dégradation massive des graisses, ça produit des déchets, les corps cétoniques. Et ces corps cétoniques sont acides. Quand ils s'accumulent trop vite, le pH du sang chute. Et voilà l'acidocétose. C'est ce cycle, en fait, qui est au cœur du problème. Ah oui, je vois. Le corps tente une solution qui crée un autre souci, plus grave encore. Bon, passons au coma hyperosmolaire. Là, les sources pointent plutôt le diabète de type 2, souvent chez des personnes plus âgées. Et elles insistent sur une déshydratation très très intense et une mortalité qui peut grimper jusqu'à 40%. Hein. C'est considérable. Hein. Qu'est-ce qui se passe de si différent ici? Oui, c'est énorme. Et le mécanisme central, c'est vraiment l'hyperosmolarité. La glycémie devient extrêmement élevée, les textes parlent de plus de 6 grammes par litre. À ce niveau-là, le sang devient très concentré, si on peut dire. Concentré, ouais. Oui, il a une osmolarité très haute. Du coup, il attire l'eau qui se trouve dans les cellules, un peu comme une éponge. Les cellules se vident de leur eau, y compris les neurones. Et en plus, il y a la perte d'eau par les urines, parce que le rein essaie d'éliminer tout ce sucre. C'est la glycosurie. Donc, on a cette déshydratation massive, à la fois dans les cellules et globale. Et c'est ça qui provoque les troubles neurologiques graves jusqu'au coma.
Mais ici, contrairement à l'acidocétose, il n'y a généralement pas d'acidose notable, ni de production massive de corps cétonique. Et ce qui est frappant aussi, c'est que ça peut toucher quelqu'un qui ne se savait même pas diabétique, ou juste parce que l'accès à l'eau était limité, en maison de retraite par exemple. Exactement. Ça montre bien l'importance cruciale de l'hydratation, surtout chez des personnes fragiles, avec une glycémie qui s'envole. C'est une situation très très grave. D'accord. Les documents évoquent aussi, plus brièvement, l'acidose lactique, parfois liée à certains médicaments comme la metformine, surtout en cas de soucis rénaux ou de déshydratation. C'est décrit comme rare, mais de mauvais pronostic. Oui, c'est ça. L'acide lactique, c'est un produit normal du métabolisme, mais là, il s'accumule en excès, soit parce que le corps en fabrique trop, par exemple quand les tissus manquent d'oxygène, comme dans une infection sévère, soit parce qu'il est mal éliminé, typiquement si les reins ou le foie fonctionnent mal. Les sources précisent qu'on confirme le diagnostic quand on a une acidose et un taux de lactate dans le sang élevé, au-dessus de 5 millimoles par litre. Ça soulève la question de la surveillance quand on utilise certains médicaments dans des contextes à risque, bien sûr. Bien sûr. Et pour finir, le coma hypoglycémique. Là, les tests sont assez directs. Une chute sévère du glucose sanguin, sous les 0,5 g par litre, avec des signes avant-coureurs possibles, comme des sueurs, des palpitations, avant les signes plus graves, comme la perte de conscience ou même des convulsions. Oui, là, le mécanisme il est très direct. Le cerveau, il tourne quasi exclusivement au glucose. C'est son essence. Si le taux de sucre chute aussi bas, le cerveau est littéralement en panne sèche d'énergie. Et les fonctions neurologiques se dégradent très très vite. D'où ces symptômes neurologiques graves si on n'intervient pas pour resucrer immédiatement. D'accord. Alors, si on essaie de résumer un peu ce que nous disent ces documents, on a plusieurs types d'urgences aiguës liées au diabète, mais avec des visages très différents. D'un côté, une sorte d'intoxication acide par les corps cétoniques. De l'autre, une déshydratation extrême due à un sang trop concentré. Puis, une accumulation d'un déchet métabolique, l'acide lactique. Et enfin, une véritable panne de carburant pour le cerveau. Le point commun, ça semble être la soudaineté et la gravité potentielle. Oui, c'est une bonne façon de le voir. Ça met vraiment en lumière à quel point cet équilibre de la glycémie est fondamental, mais aussi fragile. Ces situations extrêmes nous rappellent l'importance d'une bonne gestion du diabète au quotidien, et surtout de savoir reconnaître très vite les signes d'alerte qui sont décrits. Comprendre ces mécanismes, ça aide vraiment à saisir la complexité de tout ça. Et juste une dernière pensée, en lisant ces documents et en voyant les facteurs déclenchants mentionnés, les infections, les problèmes d'accès à l'eau, certains médicaments, je me demande jusqu'à quel point ces complications sont-elles des problèmes purement internes au diabète, ou est-ce qu'elles ne sont pas plutôt des crises où une fragilité métabolique de base est exacerbée, voire révélée, par des stress extérieurs, qu'ils soient médicaux ou même sociaux? Une réflexion à méditer. Bienvenue pour cette exploration autour du diabète. Aujourd'hui, on va regarder de plus près des documents qui parlent des complications et du diagnostic. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les risques à long terme et puis aussi comment on identifie cette maladie. Oui, bonjour. C'est un sujet important, avec des conséquences qui peuvent être lourdes, si ce n'est pas bien géré. Alors justement, ces conséquences, ces complications chroniques, les sources disent que ça apparaît après 10, parfois même 20 ans de sucre trop élevé dans le sang. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça. On parle de deux grands types de problèmes vasculaires, les macro- et les micro-angiopathies. D'accord. Macro, ça veut dire les gros vaisseaux. Exactement, ça touche les artères principales. On pense à l'athérosclérose qui peut mener à l'infarctus, à la l'AVC ou à l'artérite dans les jambes. Le fameux pied diabétique est une complication grave liée à ça. Et aussi aux atteintes nerveuses. Et les microangiopathies, alors? Là, ce sont les tout petits vaisseaux qui sont atteints. Ceux des reins, c'est la néphropathie, ceux des nerfs, la neuropathie, et ceux de la rétine, dans les yeux, la rétinopathie. Et ce qui est assez fascinant, c'est le mécanisme derrière tout ça. L'excès de sucre, en fait, il ne reste pas inactif, il se lie aux protéines, c'est ça. C'est ça. Ça forme ce qu'on appelle les produits finaux de glycation avancée, les AGS. Oui, c'est un peu comme une sorte de caramélisation lente des tissus, et ces AGS sont toxiques. Ils provoquent une inflammation chronique et ils abîment directement la paroi des vaisseaux. Donc ce n'est pas juste le sucre en trop, c'est ce qu'il fait aux protéines sur la durée. Tout à fait. Et il y a souvent un autre facteur aggravant, la dyslipidémie, c'est-à-dire des anomalies des graisses dans le sang comme le cholestérol, les triglycérides. Cette combinaison glycation plus dyslipidémie, ça accélère vraiment l'athérosclérose. C'est un cercle vicieux. D'accord, je vois.
Ça explique le risque cardiovasculaire élevé. Bon, face à ces risques, comment on pose le diagnostic? Surtout si ça peut être silencieux au début. Alors cliniquement, ça dépend beaucoup du type de diabète. Pour le type 1, souvent les signes sont assez bruyants. C'est le syndrome cardinal. Une soif intense, on urine beaucoup, on a très faim et pourtant on maigrit. Ça alerte assez vite. Ok. Et pour le type 2? Ah, le type 2, c'est plus sournois. On le découvre souvent par hasard lors d'un bilan de santé, après 40 ans. Il y a souvent un contexte, des antécédents familiaux, un surpoids, une sédentarité, et au début, peu ou pas de symptômes. Voire même, on le découvre parce qu'il y a déjà une complication. Oui, malheureusement, ça arrive. D'où l'importance du dépistage et des tests biologiques. Justement, ces tests biologiques, comment ça marche? Comment on confirme? Il y a plusieurs critères possibles. Le plus courant, c'est la glycémie à jeun. On mesure le taux de sucre dans le sang après au moins 8 heures sans manger. Si cette glycémie est supérieure ou égale à 1,26 g par litre, et ce, à 2 reprises, eh bien, le diagnostic est posé. 1,26 g par litre, d'accord. Et s'il y a des symptômes? Alors, une seule glycémie, même faite à n'importe quel moment de la journée, au-dessus de 2 g/litre, avec des symptômes comme la soif intense ou l'amaigrissement, ça suffit aussi pour le diagnostic. Et on parle aussi souvent de l'HbA1c, l'hémoglobine glyquée. Oui, l'HbA1c, c'est un marqueur très utile. Il reflète la moyenne des glycémies sur les 2 à 3 derniers mois. Un taux supérieur ou égal à 6,5% est aussi un critère diagnostique. Et les sources insistent pas mal sur les conditions de prélèvement pour la glycémie à jeun. Pourquoi c'est si important? Ah oui, c'est crucial. Il faut bien respecter le jeûne de 8 heures minimum. Et puis, une fois le sang prélevé, il faut le traiter rapidement. Soit le centrifuger vite, soit utiliser des tubes spéciaux avec un anticoagulant particulier, le fluorure de sodium. Sinon, les globules rouges continuent de consommer le glucose dans le tube et on obtient un résultat faussement bas. D'accord, donc attention à la technique. Et pour mesurer ce glucose, comment on fait concrètement au labo? Aujourd'hui, on utilise des méthodes enzymatiques très fiables. Les plus courantes sont la méthode à la glucose-oxydase, ou GODPOD, et celle à l'exokinase, ou HK. L'exokinase est souvent considérée comme la méthode de référence. Avec elle, une glycémie à jeûne normale se situe typiquement entre 0,80 et 1,0 g/litre dans le sérum ou le plasma. Et il y a un autre test mentionné, un peu plus lourd, l'HGPO, l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Oui, l'HGPO, c'est un test où on fait voir au patient une solution contenant 75 g de glucose et on mesure sa glycémie avant, puis généralement 2 heures après. On l'utilise quand la glycémie à jeûne est un peu dans une zone grise, pas franchement normale mais pas encore au seuil du diabète. Ça permet de voir comment le corps réagit à une charge en sucre. Et c'est aussi le test clé pour le diabète gestationnel, pendant la grossesse, c'est ça? Exactement. Pour le diabète gestationnel, ou DG, l'OMS recommande l'HGPO avec 75 g de glucose, réalisé entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Et là, les seuils sont plus stricts. On mesure à jeun, à 1 heure et à 2 heures après avoir bu le glucose. Et il suffit d'une seule valeur au-dessus du seuil pour poser le diagnostic? Oui, les seuils sont à jeun supérieur à 0,92 g par litre, à 1 heure supérieur à 1,80 g par litre et à 2 heures supérieur à 1,53 g par litre. Une seule de ces valeurs qui dépasse et c'est un diabète gestationnel. L'objectif est de détecter tôt pour limiter les risques pour la mère et surtout pour le bébé, comme la macrosomie, c'est-à-dire un bébé trop gros à la naissance. D'accord. Il y a même une idée de dépister encore plus tôt, dès le début de la grossesse. Oui, si la glycémie à jeûne mesurée au premier trimestre est déjà un peu élevée, entre 0,92 et 1,25 g par litre, on peut refaire une HGCPO plus tôt ou considérer ça comme un DG d'emblée selon les recommandations. L'ancien test d'O'Sullivan, lui, n'est plus utilisé. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a vu que le diabète, s'il n'est pas bien contrôlé, peut vraiment endommager les vaisseaux, les nerfs, sur le long terme. C'est sérieux. Absolument. Et pour le diagnostic, c'est une combinaison de signes cliniques qui peuvent être absents au début pour le type 2 et de tests sanguins précis, la glycémie à jeun, l'HbA1c, parfois la GGPO, avec une attention particulière aux conditions de prélèvement et au seuil, notamment pendant la grossesse. C'est ça.
Et cette rigueur dans les tests, dans les seuils, elle n'est pas là pour rien. Elle souligne vraiment l'importance d'une mesure fiable. C'est la base pour identifier les personnes à risque ou déjà atteintes et surtout pour pouvoir agir et prévenir ces complications qui peuvent être vraiment invalidantes. Et ça amène une dernière réflexion peut-être. Puisque le diabète de type 2 démarre souvent sans faire de bruit, est-ce qu'on pourrait imaginer des stratégies de dépistage plus larges ou plus précoces, en utilisant mieux ces outils? Est-ce que ça pourrait changer la donne pour la santé à long terme de pas mal de gens, en intervenant avant que les problèmes ne s'installent vraiment? C'est une excellente question. Le dépistage ciblé sur les populations à risque est déjà recommandé. Mais l'optimisation de ces stratégies, peut-être avec de nouveaux outils ou les approches différentes, c'est un enjeu majeur de santé publique, effectivement. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les outils qui nous aident à mieux comprendre le diabète, vraiment au-delà de la simple prise de sang pour la glycémie. Oui, bonjour. On a pas mal d'informations intéressantes là-dessus. Oui, on a sous les yeux des éléments sur les biomarqueurs, ce qu'on peut trouver dans l'urine, par exemple le sucre, les cétones. Mais aussi des choses plus fines dans le sang, comme le peptide C, l'insuline, et puis ces fameux auto-anticorps dont on entend parler. Tout à fait, des marqueurs importants. L'objectif, c'est un peu de voir comment tous ces tests, ils servent pas juste à dire « Ok, c'est du diabète », Non, c'est plus que ça. mais à vraiment savoir quel type de diabète, et du coup, comment adapter l'approche, le traitement. Alors, on y va? Allons-y. On commence simple, je pense, avec un grand classique, Hmm, le sucre dans les urines, la glycosurie. C'est ça? bien, c'est ça. Ça arrive quand le taux de sucre dans le sang est trop haut, au-delà de 1,80 g par litre, quelque chose comme ça. Exactement, c'est le seuil moyen. En fait, à ce niveau-là, les reins, ils sont un peu débordés. D'accord. Ils n'arrivent plus à tout récupérer, à tout réabsorber, et donc le sucre passe dans les urines. Et ça, on le voit facilement. Ah oui, très facilement. Souvent, c'est le premier indice, détectable avec une simple bandelette urinaire qu'on trempe. C'est très rapide. D'accord. Mais il n'y a pas que le sucre qu'on cherche dans les urines. Si, on parle aussi de corps cétonique, la cétonurie. Tout à fait, on peut aussi chercher ça, c'est la cétonurie. Et ça se détecte comment? Pareil? Oui, pareil, avec des bandelettes aussi. On lit le résultat avec une échelle de couleurs. Ça donne un résultat en plus. Ah oui, les petits plus. Voilà, plus, ou alors avec un petit appareil, un réflectomètre. Mais le point vraiment important ici, c'est surtout quand le test est négatif. Ah bon? Pourquoi? Chez une personne qui a un diabète et qui commence à avoir des symptômes un peu inquiétants, si son test de cétone est négatif, c'est très rassurant. Ah d'accord. Ça a une forte valeur prédictive négative, comme on dit. Ça veut dire que ça écarte assez sûrement une complication grave qu'on appelle la cétoacidose. C'est un bon signe. Ok, je vois. Donc les urines, ça donne des premières pistes assez directes. Mais j'imagine que pour creuser plus loin, pour voir comment le corps gère l'insuline, faut regarder dans le sang. Oui, là on passe à l'étape supérieure si on veut. Parlons de l'insuline elle-même, et puis de ce peptide C. Qu'est-ce que ça nous apprend de les doser? Alors ces deux bases sont essentielles. Typiquement, dans un diabète de type 1, où le pancréas ne produit plus assez d'insuline, les taux d'insuline et de peptide C sont très bas. Effondré même. Oui, souvent effondrés. Pour mesurer l'insuline, il faut juste être un peu méticuleux avec le prélèvement de sang, s'assurer que le tube est correct, qu'il n'y ait pas d'hémolyse, et le traiter rapidement. D'accord, des précautions techniques. Voilà. Et ce dosage, il nous aide à voir deux choses principales. Est-ce qu'il reste une petite production d'insuline par le corps lui-même, ce qu'on appelle la sécrétion résiduelle, et surtout, ça aide à évaluer si le corps utilise bien l'insuline qu'il a. C'est l'insulinorésistance. Ah, l'insulinorésistance. Et c'est là qu'intervient ce fameux score OMA. J'ai lu ça quelque part. Précisément. Le score OMA, c'est un calcul assez simple qui combine le taux d'insuline et la glycémie à jeun. La formule, c'est insuline fois glycémie divisé par 22,5. Ok. Et si le résultat est supérieur à 2,4, en général, ça suggère fortement une résistance à l'insuline. Et c'est fiable ce score OMA? C'est un bon indicateur, oui. Mais attention, c'est crucial de mesurer la glycémie en même temps que l'insuline. Sinon, le chiffre d'insuline tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. Logique. Il faut le contexte. Et le peptide C alors, son rôle spécifique? Ah, le peptide C, c'est très malin. En fait, quand le pancréas fabrique une molécule d'insuline, il fabrique en même temps une molécule de peptide C. C'est comme un reçu de fabrication. D'accord, un témoin. Exactement. Du coup, même si une personne s'injecte de l'insuline de l'extérieur, on peut quand même mesurer le peptide C pour savoir si son propre pancréas, son usine interne, fonctionne encore un peu.
Ça, l'insuline injectée ne le perturbe pas. Ah, c'est très utile ça. Donc on peut avoir beaucoup d'insuline qui circule, soit produite, soit injectée, mais si le corps y résiste, ça ne fonctionne pas bien. Et le HOMA aide à voir ça. Ingénieux. C'est tout à fait l'idée. Ça aide à comprendre pourquoi une glycémie peut rester élevée alors même qu'il y a de l'insuline présente. Passionnant. Et maintenant, le sujet qui m'intrigue peut-être le plus, les auto-anticorps. Là, on touche vraiment au mécanisme qui permet de distinguer les types de diabète, n'est-ce pas? Absolument. Là, on change un peu de registre. On ne mesure plus l'hormone ou son effet, on cherche des preuves d'une attaque du système immunitaire. Une attaque contre soi-même. C'est ça. Le système immunitaire se trompe et attaque les cellules bêta du pancréas, celles qui fabriquent l'insuline. Donc on dose des anticorps spécifiques, anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline. Bon, les noms sont un peu techniques. Peu importe les noms, c'est l'idée qui compte. Voilà. L'important, c'est ce qu'ils signifient. La présence de ces anticorps signe une maladie auto-immune. Et trouver ces marqueurs, c'est souvent la clé pour poser le bon diagnostic étiologique, pour comprendre la cause du diabète. Et ça change quoi concrètement? Imaginez une personne, disons la trentaine, plutôt mince, on lui dit « vous avez un diabète de type 2 ». Mais les médicaments oraux classiques, ça marche pas terrible, le diabète reste déséquilibré. Oui, Si on fait le dosage et qu'on trouve, par exemple, des anticorps anti-JAD, là, le diagnostic change radicalement. Ce n'est pas un type 2. C'est en fait un diabète de type 1, mais qui s'est déclaré plus tard. On appelle ça parfois l'ADA. et du coup, le traitement? Ça change tout. Ça veut dire qu'il va falloir passer à l'insuline. Les médicaments oraux ne suffiront pas ou plus très longtemps. Donc oui, c'est absolument décisif pour la prise en charge. C'est fou comme ça peut redéfinir complètement la situation pour une personne. Et ce qui est encore plus fascinant, je trouve, c'est que ces auto-anticorps ils peuvent être présents dans le sang bien avant, parfois des années avant, que les premiers symptômes du diabète n'apparaissent. Ah oui? Avant même que la glycémie ne monte? Oui, ce qui ouvre des perspectives énormes pour le dépistage précoce, notamment chez les personnes qui ont des membres de leur famille avec un diabète de type 1. On pourrait les identifier très tôt. Ça permettrait d'anticiper? Peut-être, oui, et ça aide aussi beaucoup à faire la part des choses entre un type 1 et un type 2 chez les adultes, surtout entre 30 et 40 ans, quand parfois le tableau n'est pas si évident au départ. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, si on met ensemble les infos des urines, le sucre, les cétones, et celles du sang, l'insuline, le peptide C et ces fameux auto-anticorps, on obtient une image beaucoup plus complète, plus nuancée qu'avec juste une glycémie. Exactement, c'est un panel d'outils. Et c'est essentiel pour vraiment cerner la nature du diabète chez chaque individu et choisir la meilleure approche. Tout à fait. Et vous savez, ça soulève une question intéressante pour l'avenir. Ah oui, laquelle? Justement, puisque certains de ces marqueurs, comme les auto-anticorps, peuvent nous alerter si tôt, parfois des années avant les symptômes cliniques, comment est-ce que cette capacité de détection très précoce pourrait transformer les choses? Vous pensez à la prévention? Oui, peut-être passer d'un diagnostic, même précoce, à de véritables stratégies de prévention ou d'intervention très précoce, beaucoup plus personnalisées en fonction des marqueurs de chacun. C'est une piste passionnante à explorer, je trouve. Absolument. Une réflexion très pertinente pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore les points clés d'un sujet important, la surveillance biologique du diabète, ses marqueurs et les complications possibles. Oui. Notre idée, c'est d'extraire l'essentiel sur ces outils biologiques qui nous aident, qui aident à comprendre et gérer le diabète. Pour une prise en charge, on va dire, mieux informée. Exactement. Alors, pourquoi cette surveillance est si centrale? Elle est vitale, tout simplement. C'est un peu notre boussole, quoi. Ça permet d'évaluer l'équilibre du sucre dans le sang, de voir si les traitements marchent bien. L'efficacité, oui. L'efficacité, si les recommandations sont suivies. Et surtout de repérer très très tôt les complications chroniques qui peuvent arriver. D'accord. C'est vraiment une approche proactive pour essayer de préserver la santé sur le long terme. Ok, très clair. Alors entrons dans le vif du sujet. On commence par ce que beaucoup de gens connaissent, je pense. L'automesure de la glycémie. Oui, Le lecteur, la petite goutte de sang au bout du doigt. Ça, c'est l'instantané du moment, c'est ça? précisément. C'est une photo du taux de sucre là, maintenant. C'est très utile au quotidien pour ajuster son insuline, son alimentation. Au jour le jour. Voilà. Mais attention, ce n'est pas fait pour poser le diagnostic au début. L'objectif avec ça, c'est de viser des chiffres qui se rapprochent de la normale. Quel genre de chiffres?
En général, on dit entre 0,70 et 1,10 g avant de manger, et puis sous 1,40 g après le repas. Mais bon, comme vous disiez, c'est une photo. Ça raconte pas toute l'histoire. Justement, et c'est là qu'intervient un autre indicateur. Celui qui, lui, raconte une histoire un peu plus longue. C'est ça, l'hémoglobine glyquée, la fameuse HbA1c. Exactement, ça c'est le marqueur rétrospectif par excellence. Il nous donne la moyenne des glycémies sur les 2 à 3 mois qui précèdent. 2 à 3 mois. Oui, il faut imaginer que le glucose, le sucre, il se fixe naturellement sur l'hémoglobine qui est dans nos globules rouges. C'est une réaction chimique, non enzymatique. Un peu comme du caramel qui se forme. C'est une bonne image, oui. Un peu comme du caramel qui se forme lentement. Plus il y a de sucre dans le sang et plus ce sucre reste élevé longtemps, plus l'hémoglobine va être glyquée, caramélisée, comme vous dites. Et cette caramélisation, enfin cette glycation, c'est ça qui peut poser problème sur la durée. En excès, oui, tout à fait. Parce que ce processus, il génère des composés qu'on appelle les produits de glycation avancée, les AGE. Et ces AGS, mais ils sont impliqués non seulement dans les complications spécifiques du diabète, les yeux, les reins, les nerfs, D'accord. mais aussi dans des processus plus généraux comme le vieillissement accéléré ou l'inflammation chronique dans tout le corps. C'est une sorte d'usure biologique, mais accélérée. Ok. Alors concrètement, ça sert à quoi de mesurer cet HbA1c? Quels sont les intérêts? Ils sont vraiment majeurs. D'abord, c'est le pilier du suivi pour ajuster le traitement. L'objectif, souvent on parle de moins de 7% selon certaines recommandations comme celle de l'ADA. L'American Diabetes Association. C'est ça. Mais attention, c'est toujours un objectif individualisé. Faut adapter à chaque personne. Ensuite, deuxième point très important, c'est un indicateur de risque. De risque, oui, de risque de complications. Des grandes études comme UK-PDS ou DCCT ont montré que si on baisse l'HbA1c même de 1%, on réduit significativement le risque de complications microvasculaires, de l'ordre de 10% voire plus selon les complications. C'est énorme. Ah oui, quand même. Et enfin, troisième point. Depuis 2011, c'est aussi un critère pour diagnostiquer le diabète. Si l'HbA1c est égal ou supérieur à 6,5%, ça peut être un diabète. D'accord, et il y a une valeur de référence normale? Oui, pour les méthodes standardisées actuelles, la référence c'est entre 4 et 6%. C'est pour ça que la standardisation des labos est hyper importante pour que les chiffres soient fiables partout. J'imagine. Mais ce marqueur, il a ses limites, non? Vous parliez des globules rouges tout à l'heure? Tout à fait. Il n'est pas infaillible. Si une personne a une anémie particulière ou une maladie de l'hémoglobine ou toute autre chose qui modifie la durée de vie des globules rouges, l'HbA1c peut être faussé, soit trop haute, soit trop basse. Et on fait quoi dans ces cas-là? Alors là, on a une autre option, la fructosamine. C'est un autre marqueur. La fructosamine. Oui, elle mesure d'autres protéines glyquées dans le sang, surtout l'albumine, et elle reflète la glycémie moyenne sur une période plus courte, environ 2 à 3 semaines seulement. Ah, d'accord. Donc c'est utile quand l'HbA1c n'est pas fiable ou alors pour suivre des changements plus rapides, par exemple pendant une grossesse chez une femme diabétique, ou si le diabète est très instable. Très intéressant cette alternative. Bon, parlons maintenant de la surveillance pour prévenir les ennuis, les complications à long terme. On entend souvent parler de la microalbuminurie. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça, c'est un signal d'alerte précoce qui est essentiel, vraiment essentiel, pour les reins. Il s'agit de détecter de toute petite quantité d'une protéine, l'albumine, dans les urines. Si petites qu'on les voit pas normalement. Exactement. Elle passe inaperçue avec les bandelettes urinaires classiques. Trouver cette microalbuminurie, ça veut dire que le filtre des reins commence à être un peu abîmé par le diabète. C'est le début de ce qu'on appelle la néphropathie diabétique. Mais l'avantage, c'est que c'est un stade où on peut encore agir très efficacement pour protéger les reins. Et c'est juste pour les reins. Non, c'est aussi un marqueur de risque cardiovasculaire général, surtout dans le diabète de type 2. C'est vraiment un signal important à surveiller. Donc, en plus de cette recherche de microalbuminurie, on surveille d'autres choses pour les reins. Oui, un bilan annuel est recommandé. Il faut doser la créatinine dans le sang et à partir de ça, on calcule une estimation de la capacité de filtration des reins. C'est le fameux DFSG, le débit de filtration glomérulaire. Ça donne une image plus complète de la fonction rénale. D'accord. Et on regarde aussi les urines avec une bandelette?
Oui, pour chercher d'autres signes comme du sang hématurie ou des globules blancs, leucocyturie ou une protéinurie plus importante qui indiquerait une atteinte plus avancée. Bon, et pour finir, un mot sur les graisses dans le sang, le bilan lipidique. Pourquoi c'est si important dans le suivi du diabète? C'est crucial parce que le diabète, très souvent, il perturbe le métabolisme des lipides, des graisses, et ces perturbations, elles augmentent énormément le risque de maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC. Qui sont la principale menace en fait. Exactement, c'est la première cause de mortalité et de morbidité chez les personnes diabétiques. Typiquement, dans le diabète de type 2, on voit souvent trop de triglycérides et pas assez de bon cholestérol, le HDL. Dans le type 1 mal équilibré, le cholestérol total et les triglycérides peuvent aussi augmenter. Donc, surveiller et corriger ça, c'est une priorité. Une priorité absolue pour protéger le cœur et les vaisseaux, oui. Bon, si on essaye de résumer tout ça, la gestion du diabète, ça repose sur une surveillance biologique à plusieurs niveaux, c'est ça? C'est ça. La glycémie au doigt pour le pilotage au quotidien, l'HbA1c pour avoir la vision sur plusieurs mois et évaluer le risque global. Exactement. Et puis des contrôles réguliers, microalbuminurie, fonction rénale, lipides, pour anticiper et prévenir les complications. Avec la fructosamine en joker si l'HbA1c pose problème. C'est une excellente synthèse. Chaque marqueur nous donne une information différente sur une échelle de temps différente. C'est comme avoir plusieurs cadrans sur un tableau de bord. Oui, c'est une bonne image. Et peut-être la réflexion qu'on pourrait laisser, c'est comment est-ce que le fait de comprendre ce que ces chiffres représentent vraiment, des semaines ou des mois d'équilibre glycémique, un risque futur pour ses yeux, ses reins, son cœur, comment cette compréhension peut transformer l'approche quotidienne? Est-ce que ça peut renforcer la motivation à gérer au mieux jour après jour? Une question importante à méditer. En effet, merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Avec plaisir.